Bienvenue à tous et à toutes à ce premier podcast de Even. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet qui va peut-être vous intéresser. Aujourd'hui on parle de dépendance affective et pour ça on a une experte dans le domaine. Je vous laisse vous présenter. Merci pour votre invitation. Je suis Géraldine Prévost-Gigant, psychopraticienne, spécialiste de l'accompagnement essentiellement des femmes, dépendantes affectives et hypersensibles. Je consulte en ligne depuis 28 ans. Alors pas en ligne depuis 28 ans, mais je consulte depuis 28 ans. Et actuellement, principalement en ligne avec des ateliers, voilà. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres. Oui. Bientôt 18. Bientôt. 18 bébés. Et aussi, important, vous avez un groupe de parole des femmes. Absolument. Il y a très très longtemps, en 98, j'ai créé le premier groupe de parole pour les femmes. Et pendant toutes ces années, j'ai animé parfois plusieurs groupes par saison, parce qu'en fait, ça se déroule par saison, de septembre à juin. Et voilà, je forme aussi à l'animation de tels groupes. Et c'est vraiment une aventure formidable. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Et bien du coup, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment la dépendance affective se manifeste et surtout comment s'en libérer pour mener une vie un peu plus épanouie. Alors Géraldine, moi, avant de travailler chez Even, j'avais un peu cette notion de dépendance affective, comme quoi c'est juste une addiction à une personne, on ne peut pas s'en passer. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer vraiment ce que c'est? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement ce que c'est. Alors, il y a la dépendance affective en général et la dépendance affective qui se centralise ou qui est focusée sur la relation amoureuse. En général, la dépendance affective, ça va être de s'attacher et voire même de se surattacher, c'est-à-dire de s'attacher beaucoup trop à des personnes, que ce soit sur le plan amical ou amoureux. Ça va être la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Et donc, on va surinvestir la relation au point d'étouffer l'autre, d'être en constante demande. Et en fait, la dépendance affective, c'est finalement une anxiété permanente de ne plus être aimé par les autres et d'être rejeté et abandonné. Je crois que vraiment, on peut résumer de cette façon-là. Et donc tout ça, ça viendrait du passé, en fait, non? De l'enfance, si c'est des réponses à des traumatismes, ça vient de ça. Bien sûr, il y a de toute façon toutes nos blessures réapparaissent à un moment donné dans notre vie d'adulte. Et principalement dans les relations amoureuses, c'est là que nous allons pouvoir découvrir certains de nos comportements, certaines de nos attitudes. Et principalement la dépendance affective va principalement se déclencher dans les relations amoureuses, parce que les relations amoureuses, ça crée chez nous énormément d'émotions, ça nous chamboule, on s'attache, on a envie d'aimer, on aime. Donc sur le plan affectif, c'est vraiment tout un chamboulement, un chambardement qui va à ce moment-là venir réveiller ce qui n'a pas été guéri, notamment nos blessures affectives. Et ces blessures affectives, elles remontent à l'enfance, à l'adolescence, c'est-à-dire à cette période où nous sommes avec un développement dit immature, parce que nous sommes des enfants ou des adolescents. Et c'est à ces périodes-là que lorsque nous allons vivre certains événements, ça va s'imprimer en nous et on va ensuite être porteur en fait de cette blessure sans le savoir, et c'est ce qui va se réactiver dans nos relations affectives et amoureuses. Et donc si nous avons été par exemple les cas de divorce, un parent qui quitte la maison, un parent malade, un parent qui décède, des déménagements constants aussi, la non-affection de certains de parents, les violences bien entendu physiques et psychologiques, tout cela va façonner aussi une partie de nous. Nous allons développer un certain nombre de croyances et ça va se répercuter dans notre façon d'être en relation avec les autres.
Et il y a aussi, ça on n'y pense pas toujours, les cas où nous avons eu des parents qui ont été trop aimants. Ah oui? Et oui, aussi. Je pensais que c'était plutôt le contraire. Du coup, c'était un manque d'amour. Du coup, plus tard, on essaie de le chercher chez quelqu'un d'autre. Je savais pas que c'était des et oui, et oui, c'est ce qui fait que mes patients, parfois, certaines personnes me disent « Oh, moi, j'ai eu... rien de grave ne s'est passé dans mon enfance. » Et en effet, il n'est pas nécessaire qu'il se passe forcément des choses graves. Il y a des petites choses qui vont avoir un grand impact. Et un parent qui va être trop aimant, voire étouffant, qui va anticiper nos besoins, qui va sans arrêt nous prendre par la main, nous empêche, et d'une, de développer une autonomie, de deux, une autonomie affective, et nous empêche d'apprendre ce qu'est une relation qui va être non fusionnelle. Et c'est ce qui va aussi donner la dépendance affective, parce qu'en fait, on va reproduire ce que l'on a appris, c'est-à-dire une relation de dépendance, une relation fusionnelle. Oui, c'était du coup ma question. Est-ce que ça veut dire qu'on essaierait, si on a eu des parents qui étaient trop aimants, est-ce que ça veut dire qu'on essaierait de trouver ça chez le partenaire après, vu qu'on a été habitué à ça toute notre vie? Exactement, c'est exactement ça. En fait, il y a une clé imparable qui est on va vers ce que l'on connaît. On va vers ce qu'on connaît. Donc, si j'ai eu, et c'est totalement inconscient, mais si j'ai eu un parent qui était étouffant, qui anticipait tous mes besoins, qui était là tout le temps, un parent fusionnel, je vais rechercher une relation fusionnelle. Oui. Si j'ai eu des relations avec un parent ou des parents à l'inverse qui m'ont fait vivre des violences psychologiques ou physiques, je vais me retrouver dans ce type de relation. Alors, ce n'est pas systématique, mais on remarque quand même que nous allons vers ce que nous avons appris, ce qui s'est imprimé en soi. Et ceci, tout à fait inconsciemment. Ok. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, quels seraient les premiers signes d'une dépendance affective? Quels sont les premiers trucs qu'on se dit « Ah, là, il y a peut-être quelque chose qui cloche ». La dimension obsessionnelle. Alors, quand on est amoureux, attention. Oui, comment faire la nuance entre être amoureux et une dépendance affective. Et c'est exactement toute la difficulté au début de notre relation. On est complètement plein d'amour, fou d'amour, et donc on va penser à l'autre tout le temps, être en attente de ses messages. Donc ça, c'est normal. Chez le dépendant affectif, ça va être couplé d'une anxiété. C'est-à-dire qu'il va y avoir une obsession. La personne dépendante affective va penser à l'élu de son cœur tout autant qu'une personne qui n'est pas dépendante affective, mais ce sera avec plus d'inquiétude, d'anxiété. Et donc, elle va vouloir apaiser son anxiété, et c'est là qu'elle va envoyer trop de messages, venir solliciter, ne pas attendre qu'on vienne à elle, être avec le besoin d'avoir vite une confirmation qu'elle plaît bien à l'élu de son cœur, avoir vite une confirmation que l'élu de son cœur veut bien s'engager et que ce sera pour toute la vie, etc., etc. Donc il y a vraiment une inquiétude qui est prégnante chez le dépendant affectif et il ou elle va tenter d'apaiser cette angoisse, sauf que ce n'est en rien en lien avec la relation. C'est en lien avec ses blessures et ses blessures affectives. Mais certains pourraient se dire oui, mais d'accord, mais en quoi c'est une relation toxique? En quoi la dépendance affective amène une relation toxique? Parce qu'en soi, il y en a qui pourraient dire oui, non, mais c'est juste de l'inquiétude, c'est normal, mais pourquoi c'est toxique? Parce que le dépendant affectif est en permanence en suradaptation et en permanence en mode caméléon, donc va tenter d'offrir à l'autre le visage que l'on attend. Donc il y a une suradaptation permanente, il y a une impossibilité à poser des limites, à dire non et à se faire respecter. Et c'est en ça que les relations toxiques sont davantage présentes chez les dépendants affectifs. C'est parce que en tant que dépendant affectif, on a une absence d'estime de soi et une absence d'amour de soi. Ouais.
Et on pense que l'autre va réparer toutes nos blessures, nous apporter tout l'amour du monde, va être une sorte de bon parent finalement. Et ce n'est pas le cas. Mais cette attente que l'autre vienne nous remplir d'amour, de présence, de reconnaissance, c'est ce qui fait que nous allons être dépendants de l'autre. Et c'est ce qui fait que si cet autre n'est pas bienveillant ou a un profil de personnalité plutôt nocif, on va dire, pour nous, cette personne va avoir un ascendant sur nous. Elle va être en position de force. De force, exactement. Elle va prendre le lead de la relation et nous amener à accepter ce que nous ne devrions pas accepter. Et donc ça peut prendre plein de formes, le polyamour, je prends la décision pour l'autre personne finalement. Et puis on va accepter aussi en tant que dépendant affectif, on va accepter que l'autre nous dise je vois aussi une telle ou un tel, je vois plusieurs personnes, ou bien on va accepter que l'élu de notre cœur disparaisse puis réapparaisse, c'est-à-dire fasse des allers-retours. Oui, au final, c'est cette personne qui va décider comment mener le couple, alors qu'un couple, c'est deux personnes et pas une seule, quoi. Exactement. Et donc, il y a l'absence de respect de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas respecté dans la relation parce que l'autre décide des choses. Et donc, il y a en effet une non-altérité. On n'est pas dans une relation d'altérité. On laisse l'autre prendre le dessus et ça peut mener vraiment à beaucoup de tristesse, de désespoir, parfois aussi de dépression pour certaines personnes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'estime de soi et comment avoir de l'estime de soi, ça peut nous empêcher d'être dépendant affectif. Quel est le lien en fait entre l'estime de soi et l'amour pour soi et la dépendance affective? Parce que si je m'aime, je prends soin de moi et je me sens légitime à demander à être respectée. Si j'ai de l'estime, je me sens aussi légitime. C'est-à-dire qu'en fait, l'amour de soi, c'est la base pour ensuite pouvoir avoir confiance en soi et avoir de l'estime de soi. On ne peut pas avoir confiance en soi et estime de soi sans amour de soi. Ou alors ça va être factice, ça va être quelque chose de surface. Donc l'amour de soi, c'est vraiment le socle qui va permettre ensuite de pouvoir développer ces deux axes qui sont la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est quoi la différence exactement entre les trois? Parce que je pense que moi, je pourrais confondre la confiance en soi, l'estime, l'amour. Enfin, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre les trois? L'amour de soi, c'est savoir bien se traiter, avoir de l'autocompassion, de l'auto-bienveillance, prendre soin de soi au niveau physique, au niveau psychologique. C'est faire des choix des choix de personnes, des choix d'activités, des choix de lieux, tous les choix qui vont nous faire du bien et participer à notre épanouissement. Donc c'est l'opposé de comportement d'autodestruction, d'autosabotage. C'est l'opposé. Ça c'est l'estime de soi. Ça c'est l'amour de soi. Hein, amour de soi, on peut se dire, voilà, on peut se souvenir de ce geste-là. Je m'aime, je prends soin de moi, je suis un bon parent pour moi. Donc là, quand on fait ça, on se souvient bien. La confiance en soi, c'est avoir confiance dans ce que l'on fait. Donc on va avoir confiance en soi dans certains domaines et pas dans d'autres. C'est normal. Faut pas se demander d'avoir confiance. Vous me demandez d'avoir confiance en moi sur une montagne à faire du ski. Je n'aurais pas confiance parce que on peut ses capacités, c'est ça? Oui, être consciente de ce que l'on sait faire, de ce que l'on fait plutôt bien. Donc on va avoir confiance en soi dans les domaines que l'on aime, que l'on maîtrise. Voilà. Et l'estime de soi, c'est comment on s'estime, c'est-à-dire quelle valeur on va se donner. Ok. C'est le regard qu'on va porter sur soi. C'est les fiertés que nous pouvons avoir. Voilà, il y a des choses, on est fier d'avoir accompli certaines choses. On peut être fier des valeurs que l'on donne à voir et qu'on partage avec les êtres. Ça, c'est l'estime de soi. Donc, comment je m'estime, comment je m'aime, oui. et comment j'ai confiance en moi. C'est trois choses différentes. Mais voilà, l'amour de soi vient vraiment être le socle des deux autres.
Et comment une personne peut développer l'amour de soi quand on parle de rien ou quand, comme vous dites, dépendant affectif, on a moins d'amour pour soi. Quels sont les premiers pas à prendre pour apprendre à s'aimer, quoi? Alors, je conseille souvent de choisir un petit carnet, un joli carnet, parce qu'il va symboliser tout le travail de l'amour de soi. Donc, un carnet sur lequel on va noter amour de soi. On peut le customiser, on peut le faire vivre. Et le matin, de noter quelles seraient les petites actions qui me font plaisir, les petites actions où je prends soin de moi. Voilà, si on a quelques idées, de les noter. Et puis, le soir, de reprendre le carnet et de reparcourir sa journée et de noter tous les petits moments où on a pris soin de soi. Ça peut être dire non à une surcharge de travail qui nous a été une fois de plus demandée. Ça va être d'apprendre à s'écouter et de choisir telle ou telle activité en fonction de son état de fatigue, de son état moral du moment. Ça peut être tout un tas de petites choses. Prendre un café en terrasse, prendre le temps, prendre 5 minutes, savourer le soleil quand il y en a. C'est vraiment propre à soi-même, quoi. Voilà, c'est vraiment, oui, c'est vraiment être en relation avec soi, apprendre à s'écouter et à découvrir, à se poser la question, parce qu'en fait, on ne se pose pas toujours la question de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est vrai. On prend pas le temps, quoi. On ne prend pas le temps, non. Et c'est pas forcément... on ne nous l'apprend pas forcément. C'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre et qui ne nous rendra pas égoïstes, parce que souvent les gens confondent. Pas du tout. Prendre soin de soi permet d'être en harmonie avec soi et donc va améliorer notre qualité de présence aux autres. C'est bien au contraire une façon d'être en paix et épanoui avec soi-même, et ça va nous rendre plus présents et dans des relations, oui, une qualité vraiment d'être et de présence avec l'autre. Ok. J'ai vu sur votre site que vous travaillez beaucoup avec des femmes hypersensibles. Est-ce que vous pouvez me dire déjà ce que c'est et aussi quel est le lien avec la dépendance affective? L'hypersensibilité, c'est pour se souvenir du résumé, parce qu'on peut en parler longtemps, mais on peut regarder la dimension de hyper. Et donc, hypersensible, c'est qu'on va être plus sensible que les autres à plein de choses. On va ressentir les émotions beaucoup plus fortement, on va ressentir des émotions fortes, quelle que soit l'émotion. On va avoir une acuité sensorielle décuplée. Certains vont avoir une sensibilité au son, d'autres une sensibilité à la lumière, d'autres une sensibilité au toucher, d'autres, tous les sens vont être décuplés. Une hypercognition, c'est des gens qui pensent beaucoup, qui regardent le détail, qui sont dans une recherche de perfection, qui ont donc beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux et aussi vis-à-vis des autres. Donc ce sont des gens qui vont aimer fort, pour revenir à notre sujet. Et donc comme ce sont des gens qui aiment fort, qui s'engagent à 200%, eh bien, leur vécu amoureux est décuplé aussi. Et la suradaptation des hypersensibles, parce que les hypersensibles sont souvent en suradaptation, parce qu'en fait, ils se sentent en décalage avec le fonctionnement dit normal. En fait, les hypersensibles ne sont pas des gens qui ne sont pas normaux. C'est juste qu'ils sont différents dans leur sensibilité. Ils représentent 20% de la population quand même. Donc voilà, et il y en a de plus en plus parce que notre société change de génération en génération et notre mode de vie change aussi. Donc c'est un profil de personnalité en émergence. Et donc l'hypersensible en amour va avoir cette intensité et aussi cette vision, cette attente de l'amour ultime. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'amour chez l'hypersensible qui est particulier. Il y a vraiment de grandes attentes. Il y a
Le sentiment d'amour en général est très important. Oui, Hypersensible. oui. Alors déjà qu'il est très fort de base, alors pour les hypersensibles, ça doit vraiment être limite un poids, quoi, non? Alors pour l'hypersensible qui ne sait pas qu'il est hypersensible ou qui n'a pas travaillé en psychothérapie, par exemple, sur son hypersensibilité, ça va être un poids. Mais si l'hypersensible a fait un travail en étant accompagné en psychothérapie ou en coaching, il aura appris ce que c'est que son hypersensibilité. Chaque hypersensible, en plus, a une coloration différente. Si on a découvert notre coloration, notre couleur, la façon dont s'exprime notre hypersensibilité, ça va devenir une force. Et ça, c'est important. Et si on sait qu'on est hypersensible et que du coup, on vit nos relations amoureuses avec intensité, eh bien, ça va nous aider à nous accompagner nous-mêmes dans une relation amoureuse, à aussi exprimer au partenaire notre particularité. Et l'hypersensible a une forme d'exigence dans l'amour. Il est entier. Et c'est ce qui fait que parfois, on peut se demander est-ce que c'est de la dépendance affective ou pas, parce que sa sensibilité va faire que s'il n'a pas de signe amoureux au moment où il l'attend, il va commencer à s'inquiéter. Oui. Et on retrouve l'inquiétude, l'anxiété De la dépendance affective. Voilà. Oui, en fait, c'est compliqué de faire la nuance. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez un groupe de paroles des femmes, c'est pour apprendre à connaître, enfin, à se connaître. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus d'où vous est venue cette idée et comment ça se passe exactement, ce groupe? Un jour en présentiel, j'ai animé un groupe de thérapie dit classique. Et ce jour-là, il y avait juste un homme et il y avait une majorité de femmes. Et j'ai remarqué que la parole n'était pas tout à fait la même que lors d'un groupe totalement mixte. De plus, je commençais à entendre dans mes consultations individuelles des témoignages de difficultés de femmes dans des relations toxiques avec violence psychologique et violence physique. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'offrir aux femmes un espace uniquement pour elles. Donc là, c'était en 1998. Tout ce qu'on vit aujourd'hui n'existait pas, mais j'ai dû sentir que quelque chose allait émerger. Et donc, j'ai donné une première soirée avec ces femmes. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai quelque chose à faire pour les femmes. J'ai proposé donc un cycle à ces femmes qui ont accepté tellement elles étaient enjouées, ravies, enthousiastes de cette expérience. Et je me doutais pas que ça allait être une aventure qui allait durer toutes ces années. Et ce qui a été intéressant, c'est de regarder aussi l'évolution des femmes, quel que soit leur âge, au travers donc de toutes ces années. Vous avez vraiment de tous les âges dans votre groupe? Ah oui. Okay. Entre 20 jusqu'à... j'ai parfois eu des femmes très mûres, 70. Ça touche vraiment tout le monde, quoi, finalement. Oui, toutes les femmes. Sûr. Ça touche toutes les femmes. Okay. Et ce qu'elles y trouvent, c'est la possibilité déjà de pouvoir parler sans tabou. Aujourd'hui, on parle de sororité. L'importance de se sentir entre femmes pour pouvoir parler de sujets qui jusque-là nous semblaient tabous, comme lorsque nous sommes victimes de relations toxiques, lorsque nous sommes dépendantes affectives, lorsque nous sommes emprisonnées dans des relations qui ne nous épanouissent pas, quand nous n'arrivons pas à mener notre barque de la vie comme nous aimerions. Parfois aussi le sujet de la sexualité. Donc ce sont des espaces où la parole est libre et moi ma fonction c'est de réguler donc les prises de parole, de faire en sorte que ce soit dans un climat de bienveillance, de non-jugement. Il y a bien sûr une confidentialité, ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe et n'en sort pas, c'est important.
Juste le prénom est donné, donc il y a l'anonymat aussi, c'est important pour certaines personnes. De ne pas non plus donner de profession, parce qu'il y a des professions qui sont, on va tout de suite étiqueter, et elles ont envie d'être libres, d'être une femme, juste une femme lambda, sans étiquette, quoi. Sans étiquette, voilà, qui parle de son vécu. Donc je vais réguler la parole, permettre la parole, guider au fur et à mesure de l'atelier. Et puis, je vais aussi apporter de l'information, mon travail de psychopraticienne, poser la bonne question pour que la personne reparte avec un élément supplémentaire, soit d'interrogation, soit de réponse. Puis ça peut leur permettre aussi de se sentir moins seules. Si elles écoutent des gens qui ont à peu près la même histoire qu'elles, ça leur permet de se sentir moins seules et de savoir que ça n'arrive pas qu'à elles, quoi. Absolument, ça c'est vraiment un élément crucial et extrêmement thérapeutique. C'est de se sentir pas jugé, d'oser dire. Parfois, ils disent des choses qu'elles n'ont jamais confiées, même à leur meilleur ami. De pouvoir avoir cette liberté d'exprimer sans jugement et d'entendre aussi d'autres femmes témoigner de problématiques similaires. On se sent moins seul, on prend conscience que il y a aussi des problématiques de société. Ce n'est pas uniquement soit de notre faute, et ce n'est pas uniquement psychologique, c'est aussi sociétal. Et donc ça, c'est important. Comme quoi, par exemple? La position de la femme, sa place, et la place des hommes aussi qui change, hein, parce que avec la vague MeToo, c'est un raz-de-marée de libération de parole, mais aussi pour les hommes, c'est compliqué de pouvoir suivre le mouvement et trouver... de comprendre. Surtout là. Pour les jeunes générations, c'est plus facile parce qu'ils ont intégré un grand nombre de choses. Il y a une évidence dans les interactions. Ensuite, ça va dépendre aussi dans quel milieu on est né, quel milieu culturel, social, ce que nous a transmis notre mère, notre père. Eux aussi ont un travail à faire. Moi, mon travail, c'est d'accompagner les femmes, mais j'ai toujours en tête que c'est pour qu'il y ait une harmonie entre les hommes et les femmes. Ouais, c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse trouver... Et donc oui, c'est sociétal parce que il y a énormément de choses que nous, les femmes et les hommes, ont à apprendre pour améliorer les relations amoureuses, les relations de couple. Et on parle beaucoup des violences conjugales, par exemple. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la société parce que les femmes sont en train aujourd'hui de prendre une autre place, une place plus égalitaire. Elles revendiquent davantage les choses. Mais quand j'ai créé les groupes de femmes, à l'époque, ça n'existait pas. On n'avait pas ça en tête. Mais pourtant, il y avait déjà un besoin. Il y avait un besoin de pouvoir parler de tout ça. Ok. Pour en revenir un petit peu à la dépendance affective, pareil, quels seraient les premiers pas je suppose que déjà aller demander de l'aide, donc aller voir quelqu'un, mais après ça, quels seraient les exercices à faire ou les choses à faire pour s'en sortir et aller mieux, quoi, avoir une vie un peu plus épanouie? La première chose qui est un des aspects les plus importants, c'est de ne pas s'en vouloir. Ce que j'ai remarqué chez les dépendants affectifs, alors surtout s'ils sont hypersensibles, parce que l'hypersensible a une grande tendance à culpabiliser, à s'en vouloir, de ne pas être comme il faut, mais surtout de ne pas se juger, de se dire ok, je demande beaucoup trop d'amour, je suis possessif ou voilà, assoiffé d'amour. Ok, donc on pose les choses, c'est un fait, on ne se juge pas pour ça, et on commence à s'observer. Éventuellement, là aussi, on note dans son petit carnet, voilà, d'écrire permet de commencer à mettre à distance, parce qu'en fait, tout est à l'intérieur de soi. Ouais, il faut extérioriser, mais oui, faire le tri de tout ça. Bien sûr, l'accompagnement avec un professionnel aide à faire le tri, à comprendre et à mettre en place des nouveaux comportements. Mais avant de mettre en place des nouveaux comportements, il y a une relation à soi-même qui est à établir. Donc l'observation, sans jugement, noter ce qui nous traverse comme émotion, par quoi on passe et à quel moment.
parce qu'on va avoir des pics en fait de dépendance affective. Il y a notre fond de dépendance affective, mais ça va se manifester à certains moments. C'est intéressant de regarder à quel moment ça s'active plus. Quand on vient rencontrer quelqu'un, quand on n'est pas sûr de lui plaire, ou quand on est en couple mais que notre partenaire change de comportement. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent activer encore, enfin, nous faire vivre une sorte de crise de dépendance affective. Donc de repérer les déclencheurs de l'inquiétude, de la perte de l'autre. Ça peut permettre déjà c'est une grosse étape, c'est une très grosse étape. Et en trouvant les déclencheurs, on peut aussi trouver du coup les traumatismes. Exactement. Grâce aux déclencheurs, on peut savoir d'où ça sort et quels sont les traumas, et puis ensuite les guérir. Et c'est là qu'il vaut mieux être accompagné, parce que à quoi nous, les thérapeutes, nous servons, c'est que nous sommes comme un guide avec une petite lumière sur un chemin de nuit, c'est que nous connaissons le terrain et nous permettons à la personne de ne pas se perdre dans les méandres de son inconscient et de ses interrogations. Surtout qu'il y a des portes que nous n'avons pas envie d'ouvrir, hein. On appelle ça dans mon jargon les mécanismes de défense, c'est-à-dire qu'il y a des portes dans l'inconscient qu'on va éviter d'ouvrir. Pourtant, s'y trouvent des informations cruciales. C'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné, pour que le guide, qui est le coach ou le thérapeute, mais là c'est plutôt de l'ordre de la psychothérapie, on va accompagner le patient, déjà pour qu'il respecte son rythme, qu'il ne se fasse pas violence, et puis lui prendre la main pour ouvrir les portes qui pourraient lui faire peur, et le faire de la bonne façon et au bon rythme, et de façon à pouvoir guérir les blessures affectives, et ensuite pouvoir mettre en place des nouveaux comportements. Mais en général, ça se fait naturellement. Plus on va guérir à l'intérieur, plus notre mode relationnel va se modifier et s'aligner. Et ça, je pense que vous en parlez dans votre livre, en plus, que je fais une petite transition sympathique, mais voilà. Ils sont juste là, donc 50 exercices pour se libérer des relations toxiques, et les femmes et l'amour. Et moi, celui-ci, vu que c'est le sujet d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup intéressé. Je voulais en savoir un petit peu plus, si vous pouvez nous expliquer un peu plus sur ce livre, et surtout quel message que vous espérez transmettre grâce à ce livre. Sur 50 exercices pour se libérer des relations toxiques. C'est vraiment un parcours où je vais prendre la main du lecteur ou de la lectrice. Et c'est un parcours en plusieurs étapes. Donc il y a la première étape où on va, à l'aide de quiz, de tests, d'exercices d'écriture, on va pouvoir évaluer si on est dans une relation toxique ou pas. Identifier un peu. Identifier, le problème, exactement. Bon, en général, si on s'intéresse au titre, c'est qu'on sait déjà à peu près où on se trouve. Mais bon, dans quelle mesure la relation dans laquelle nous sommes va être toxique ou pas. Et puis ensuite, il y a un accompagnement sur où on en est de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc, il y a un état des lieux de la situation, des exercices introspectifs qui permettent de se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées pour mieux se connaître. Et puis ensuite, sur la dernière partie, je dirais la deuxième moitié du livre, c'est le processus de sortir de la prison, la prison affective, je veux dire, se reconstruire, la voie de sortie. Hein. Donc il y a différentes propositions de prise de conscience, de sortie de relations toxiques. Donc c'est vraiment un accompagnement qui peut se faire dans son coin tout seul, ou qui peut aussi être en parallèle d'un accompagnement psychothérapeutique. Je sais qu'il y a des consoeurs et des confrères qui le conseillent à leurs patients pour étayer le travail qu'ils font ensemble. Donc ça peut être en solo ou avec un professionnel, parce qu'il va y avoir aussi des questions où on va avoir du mal à trouver des réponses. C'est en général là que se trouvent les réponses très intéressantes quand on est obligé de défricher. Donc c'est vraiment un guide pour avoir des réponses sur soi et aussi sur ce que sont les relations toxiques, quelles sont leurs formes, ce qui fait qu'on s'est enlisé dans ce type de relation et pourquoi. Et on verra que je déculpabilise beaucoup le lecteur en lui faisant comprendre qu'en fait, il y a
tout un système qui emprisonne, c'est pas forcément de ça. Il y a un côté humain, quoi, dans le livre. C'est très important. Ouais. Pour moi, c'est hyper important de bien aider le lecteur à ce qu'il culpabilise pas, parce qu'il y a tellement de raisons qui nous font nous retrouver dans ce type de situation. Je vois sur la couverture qu'il y a des hommes et des femmes. Vous avez aussi des hommes qui viennent vous parler de ça, parce que je sais que c'est un peu plus tabou, je pense, dans le monde des hommes, de parler de ses sentiments, de faire le premier pas, d'aller demander de l'aide. Vous en avez, des hommes J'en ai moins parce que ma spécialisation s'est faite avec la création des groupes de parole pour les femmes. J'ai été rapidement connue pour ceci, donc forcément j'ai eu plus de demandes de femmes, mais j'ai aussi des hommes qui sont dans des relations toxiques. Et ça se manifeste de la même façon que pour nous. Il est vrai que en ce moment, il y a de plus en plus d'hommes qui osent consulter. Voilà, c'était principalement féminin jusqu'à présent, mais là aussi la société change et c'est très bien. C'est ça, on en parle de plus en plus, c'est de moins tabou, donc je pense que ça aide certains à faire le premier pas, quoi. Parce qu'avant, un homme, tout était à l'intérieur de lui, ne devait pas pleurer. Hein. L'éducation à l'ancienne, c'était pas autorisé pour un homme, un garçon, de montrer ses émotions, ses sentiments. La société change énormément. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Et c'est ce qui fait que les hommes sont plus enclins à consulter, heureusement. C'est très heureusement. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient privés de ces espaces. Non, c'est beaucoup plus. Bah oui, ils sont légitimes et malheureusement, tout le monde est concerné par les relations toxiques. Et ce livre, je l'ai aussi orienté hors relations amoureuses. Ça peut être aussi dans des relations familiales, ou professionnelles, tout type de relations, ou amicales. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Professionnel, ça existe, ça je savais pas que ça existait, la dépendance affective professionnelle. Là, c'est plutôt les relations toxiques. On peut être prisonnier d'une relation toxique sans forcément être dépendant affectif. Oui. Si on se trouve face à un profil de personnalité narcissique, pathologique, par exemple, qui, dans le domaine professionnel, ça peut être un supérieur hiérarchique qui apprécie de nous mettre en difficulté, par exemple. Et donc ça aussi, c'est une relation toxique. C'est vrai. Et donc en prendre conscience, ça peut vraiment grandement nous aider à comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Et du coup, quand on comprend, on trouve les ressources psychologiques intérieures pour s'extraire de ce type de relation. On comprend que c'est à nous de prendre la poudre d'escampette le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Des conférences, des livres, des surprises que vous nous réservez pour le futur? J'ai un livre qui sort en septembre qui concerne les hypersensibles, notamment les hypersensibles spirituels, et une proposition d'exploration de son inconscient, et donc un travail des profondeurs pour aller vers plus de légèreté, d'épanouissement. Voilà, donc c'est vraiment un livre de travail intérieur, de psychothérapie, de développement personnel. J'anime un groupe de parole, une soirée spéciale à la rentrée aussi. Et s'il y a de la demande, je ferai un nouveau cycle de 3 mois, donc en ligne. J'ai la saison 7 du groupe de parole pour les femmes Voyage vers l'amour de soi, qui est un cycle que j'adore, qui a lieu de septembre à juin, en ligne aussi, où on travaille vraiment sur l'amour de soi, avec tout l'éventail de l'amour de soi, ce qu'on peut mettre en place. Et donc c'est vraiment un travail d'accompagnement pour un petit groupe de femmes où je leur permets de découvrir quels sont les aspects qu'elles ont à travailler en termes d'amour de soi, à quel auto-sabotage, autodestruction, non-respect, etc. est en place aujourd'hui. Et petit à petit, je les amène à se libérer de ceci et à mettre en place un autre mode relationnel avec elles-mêmes et aussi du coup avec autrui. Ben, ça a l'air super intéressant. Et franchement, merci parce que je m'y connaissais un tout petit peu sur le sujet, mais je savais pas tout ça.
Donc, merci. Super. Et finalement, je voulais demander si vous avez un petit message à transmettre à tous nos auditeurs ou quelque chose que vous avez envie de dire aux personnes qui vous écoutent. Comme je l'ai dit, de ne pas culpabiliser. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres d'attachement au sens noble du terme. C'est normal de s'attacher, c'est normal d'être en quête d'amour, en quête d'harmonie et de ne pas culpabiliser de se retrouver dans des situations difficiles. Et au contraire, parce que ce sont face à ces difficultés-là que nous allons apprendre beaucoup sur nous-mêmes et pouvoir faire émerger des ressources, des forces. La connaissance de soi donne énormément de force, énormément de stabilité intérieure. Et voilà, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire que d'en apprendre davantage sur soi. Donc, les difficultés relationnelles qu'on peut rencontrer sont des opportunités pour grandir et de ne pas oublier ça. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Tout sera en description, donc les liens pour votre site. Pour acheter les livres, sur le site, il me semble qu'on peut s'inscrire sur le groupe des paroles des femmes. Oui, tout à fait. Voilà. Et on va aussi mettre vos réseaux sociaux, Instagram, vous avez Facebook, TikTok aussi. TikTok, LinkedIn, voilà. On va tout mettre. Comme ça, au moins, vous serez partout sur nos réseaux. Merci. Et à la prochaine sur nos prochains épisodes. À bientôt chez Even et n'oubliez pas de vous abonner.